Bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour. Merci d'être restés pour la suite de notre journée. Donc sans plus attendre, nous allons donner la parole à notre troisième professionnel qui nous vient donc de Norvège, comme je vous le disais tout à l'heure, Elisabeth Harnes, qui est diplômée d'études religieuses et interculturelles et thérapeute familiale en Norvège. Elle a été conseillère pour la prévention des crimes d'honneur au ministère de l'intégration et de la diversité en Norvège. Et depuis 5 ans, elle est consultante sur les migrations contraintes et la santé des réfugiés. Elle est également coordinatrice du travail sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Centre ressources sur le stress traumatique violent et la prévention du suicide de Norvège occidentale, donc de sa ville Bergen. Notons par ailleurs qu'Elisabeth a également exercé comme thérapeute au Kenya et auprès d'adolescents et de leurs familles aux États-Unis. Alors, elle nous fait l'honneur de venir en France pour déployer avec nous 2 questions principalement. D'une part, comment les traumas migratoires, que ce soit pré-, pendant et post-migratoires, peuvent être des facteurs de risque d'extrémisme violent. Elle pourra le déployer. Et d'autre part, comment, d'un point de vue pratique, nous, professionnels du soin, professionnels de l'accompagnement social, éducatif, nous pouvons développer une approche qui tient compte de ces traumas et de la diversité culturelle dans nos stratégies de prévention. Je vais passer la parole à Isabelle. So now, we are listening to you. Merci beaucoup de nous inviter à cette présentation. Je viens de Norvège. C'est un grand honneur d'être ici. Et je vais commencer par une introduction. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes les questions pendant 40 minutes, mais je ferai de mon mieux. Est-ce que vous m'entendez suffisamment ? J'aimerais également dire que c'est la première fois que je pratique de cette manière, c'est-à-dire d'avoir une traduction simultanée pendant que je m'exprime. Alors, lorsque nous parlons de traumatisme, par exemple, il y a différentes dimensions, différentes définitions. Alors, j'ai promis à l'intervenant qui va intervenir après moi de donner un peu une petite définition. Alors, le résultat, c'est simplement une surcharge de stress qui affecte nos capacités de pouvoir intégrer les émotions liées aux expériences. Alors, nous avons tous des traumatismes et moi, j'ai mes traumatismes à moi, vous avez les vôtres et pour moi, c'est vraiment très important de ne pas stigmatiser le traumatisme par rapport à un diagnostic clinique uniquement. Too fast. Donc, si nous pouvons avoir une vie normale en relation avec le traumatisme, je pense que nous pouvons essayer de gérer tout ce qui est lié à la violence extrême, l'extrémisme violent. Et lorsque l'on parle de radicalisation, j'aimerais vous montrer quelques images qui me sont personnelles et qui me rappellent des personnes que j'ai perdues dans la radicalisation et dans l'extrémisme violent. Et si on habite dans différents continents avec une vie transnationale, eh bien, on est affecté de différentes manières par rapport à l'extrémisme violent. Alors, pour moi, je suis de Kenya, j'ai une identité de Kenya, des États-Unis et également irlandaise. Et donc, j'ai vécu différentes attaques terroristes dans ma vie et j'ai également perdu des personnes et des amis qui ont perdu leurs enfants également. Et je pense qu'en Norvège, lorsqu'il y a eu donc une attaque
j'ai également perdu certains de mes étudiants. Et c'était la première fois que nous faisions l'expérience d'un traumatisme national dans le pays. Et cette expérience et ces expériences sont vraiment très importantes parce que si vous faites une approche par rapport à avec les personnes qui ont des antécédents de réfugiés et qui ont donc différentes appartenances. Bon, c'était une petite introduction. Alors, j'aimerais tout simplement vous montrer quelques slides avant de parler donc de l'histoire et de la radicalisation traumatisante. Alors, quelques éléments sur la Norvège. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'extrémisme de la droite, Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du populisme et de la radicalisation, eh bien, c'est quelque chose que nous encourageons pas, mais nous le rendons possible. Mais le grand problème, donc, par rapport à la police, à la sécurité de Norvège, c'est qu'il y a certains militantismes, les djihadistes. Et en 2015, nous avons découvert qu'il y avait des journalistes qui parlaient donc de différentes personnes qui étaient allées en Syrie. La première personne qui est décédée, qui est revenue dans un cercueil, était Abdullah Kar, et il s'était enrôlé donc et il a servi de modèle. Il était très érudit en fait, et il a recréé 8 personnes, en fait 8 personnes. Il a recruté, pardon. Il a recruté 8 personnes de son entourage avec différents antécédents religieux, sociaux, mais ils étaient tous amis en fait. Et puis ensuite, nous avons commencé à faire de la recherche. Qui sont ces enfants? Qui est-ce que nous perdons? Quels sont leurs antécédents également? Et donc, la première chose, c'est que nous avions plusieurs personnes combattants, 100 combattants étrangers. Abdullah Kar, voilà, avait donc plusieurs antécédents ethniques. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait 73% étaient impliqués donc, dans le conflit de Syrie, et puis 88% avaient des antécédents multiethniques, et puis 61% de ceux qui ont été radicalisés ont immigré vers la Norvège dans leur enfance, et la plupart avec des antécédents de réfugiés et ayant vécu la guerre également. Et 17,5% ont perdu un ou plusieurs de leurs parents au cours de leur enfance ou de leur jeunesse. Donc on a les 17,5%. Je vais donc développer un petit peu sur ces 73%, 88% et 17,5% parce que je pense que c'est intéressant. Et donc pour moi, tout ce que je vois, c'est qu'un mélange de post-migration et pré-migration, de traumatisme lié à pré-migration et post-migration. Et également le traumatisme qui est dû donc à la perte d'un parent à l'âge précoce. Et donc, alors, c'est un collègue qui a fait donc un profil concernant le profil d'extrémiste, avec donc la motivation idéologique, la frustration sociale, ceux qui suivent, et puis les aventuristes. Alors, ce qui est intéressant dans nos statistiques en Norvège, c'est que les personnes qui sont frustrées, donc socialement,
Et la plupart du temps, nous voyons donc la motivation idéologique qui apporte toute la partie de la frustration sociale. Et donc, il y a des antécédents donc, sociaux à problème, avec un capital social assez réduit. Ils ont été traumatisés et puis ils ont une certaine colère qui n'a pas été gérée, contrôlée. Et puis, ils peuvent atteindre certaines connaissances en matière de compétences criminelles et violentes. Au niveau des statistiques et des expériences, les frustrations sociales sont également multiculturelles et représentent un pourcentage assez élevé. Et le gouvernement norvégien, en 2015, a dit que nous n'avons pas suffisamment travaillé pour pouvoir travailler à l'intégration de ces antécédents multiculturels. Et donc, nous avons échoué d'une certaine manière. Et donc, c'était un message assez dur parce que ça venait du département de la police qui s'est exprimé à ce sujet. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de traumatismes qui n'ont pas été traités, qui sont liés à la guerre. Alors, qui sont liés à la guerre, à l'aliénation également, à la discrimination, aux crimes de haine, ce sont des discriminations qui sont intériorisées également, et qui sont également liées à des aspects religieux. Oui, alors c'est un manque, c'est une lacune dans le fait de comprendre ce que ça veut dire d'être réfugié, c'est-à-dire de partir d'un pays en guerre pour pouvoir aller ailleurs. Et donc, lorsque nous avions un nouvel étudiant à l'école ou au collège, peu d'enseignants en fait, connaissent les antécédents de cet élève en question. Alors, pour moi, lorsque j'ai travaillé sur l'extrémisme violent et le côté multiculturel, eh bien, pour moi, c'est important de parler donc, du stress de l'immigration. Alors, nous devons également savoir d'où vient cette jeunesse, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 4 premières années de sa vie. Comment est-ce que les gens, comment est-ce que les choses ont démarré lorsqu'il y a une bombe qui a éclaté, lorsque les fusillades ont démarré, que s'est-il passé lorsqu'il y a eu la mère qui a été violée, par exemple, ce sont des enfants de 2 ans et la mère qui est violée en permanence par les soldats. L'enfant qui ne peut pas dormir. Il y a une compréhension logique. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de système de réglage. La situation n'a pas été réglée de manière à pouvoir calmer la situation de cet enfant qui grandit en adolescence, vers la jeunesse. Et donc, on n'a pas protégé ces enfants, ces personnes qui devraient être protégées. Et les premières années de l'enfant sont très importantes parce que c'est là où le cerveau se crée et se fixe. Et c'est là où nous sécurisons un peu le développement de l'enfant. Alors, lorsque j'ai parlé avec des réfugiés syriens, eh bien, chacun est individuel dans sa culture. Parce qu'on comprend que la première vague des Syriens sont arrivés. Ils avaient déjà l'expérience de certaines attaques, de certains viols, la plupart d'entre eux. La deuxième vague que nous avons eue en Norvège avait vécu une expérience totalement différente. Alors maintenant, je parle de la crise des réfugiés dans le passé, mais c'est quand même important. Et nous avons également besoin de nous intéresser à la manière dont le départ s'est passé, le stress pré-migratoire, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent en France, avant qu'ils arrivent en Norvège, par exemple? Alors, est-ce que vous avez téléphoné? Est-ce qu'on avait moyen de téléphoner
téléphoner aux gens pour se renseigner. Ça veut dire que... Alors, il fallait parfois se dépêcher de quitter sa maison. On n'avait pas le temps de prendre ses affaires ou quoi que ce soit, sinon on était tués. Et donc, ne vous intéressez pas à des enfants qui sont à l'école. Il faut simplement sauver votre vie à l'instant même, parce que sinon, vous êtes mort. Voilà. Et c'était l'histoire d'ailleurs d'une des personnes que j'ai suivies. La question est-ce que les Nations Unies se sont préoccupées de la manière dont il fallait préparer ces personnes à devenir des réfugiés? Et toutes ces choses, tous ces facteurs, toutes ces différentes histoires, eh bien, sont des facteurs de stress avant de passer à une situation de protection. Pour des ressources, en matière de ressources sociales, est-ce que vous avez une famille, des communautés qui vous protègent, par exemple? Eh bien, quelles sont les ressources personnelles que vous emportez en termes de langage, en termes de temps, de normes, de valeurs, etc. Alors, tous ces facteurs affectent tout simplement le stress post-migratoire. Également votre condition mentale lorsque vous arrivez après 10 ans, 15 ans. Et donc, ce que je veux dire, voilà, c'est un cerveau, il y a les termes ne sont pas dans votre langue, mais tout le monde connaît le fonctionnement du cerveau. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il faut tout simplement savoir que nous avons donc le cortex frontal dans notre cerveau qui aide le processus à réfléchir sur des éléments complexes et puis essayer de résoudre des problèmes et de réguler également certaines pensées. Et puis, ce sont les choses qui peuvent être endommagées les premières années de votre vie lorsque l'on est encore dans l'enfance. Et donc, si on ne régule pas ça, eh bien, il faut que par la suite, eh bien, les adultes essaient d'aider à calmer un peu la situation. Alors, ensuite, vous avez le système limbique où se trouvent toutes les émotions. Ça vous permet de réguler les émotions. Et également le cerveau reptilien qui contrôle les fonctions corporelles. La température, l'équilibre, les sensations, etc., les sens. Et donc, il faut avoir ça en tête, que cela peut être endommagé. Et donc, toute cette complexité, en fait, peut être endommagée. Sa manière de penser de façon rationnelle, par exemple. Et il faut donc muscler un peu votre système limbique, les émotions, etc., pour pouvoir réagir en conséquence. Et donc, voilà, quelques perspectives, des éléments dont nous allons tenir compte. Et puis, le stress post-migratoire a également à voir avec une certaine forme de stress d'acculturation. Et également le côté l'équilibre cross-culturel, transculturel. La plupart des parents ont dû se battre un peu avec entre un système de valeurs et de standards et de normes démultipliés, double, triple. Mon honneur est votre honneur, et ma honte correspond à votre honte également. Et il faut faire attention parce que si you have to be careful so that you don't put shame on anybody. So you're living a double life. To the ethnic community or parents. Il faut faire attention donc par rapport à cette honte qu'il faut gérer pour que la personne. So the person can live in safety with the parents. No, it's like, if having a French boyfriend or whatever who doesn't represent ethnicity or religion, and if you fail, you live double lives because you can't be seen. You put shame on anybody. So you have to be careful not to put shame on your ethnic community or in your parents. Problème de la honte, donc faire attention à ne pas mettre trop de honte ou à rendre les gens trop responsables et être trop honteux.
Alors ce facteur de stress est très important parce qu'il peut être très traumatisant au niveau émotionnel également et au niveau de l'autonomie également, donc interculturelle, une autonomie interculturelle. Beaucoup de gens font des problèmes d'identité et de dissociation. Et donc, c'était également un problème lorsque nous avons perdu notre jeune fille. Eh bien, il s'agit de 2 sœurs qui viennent de Somalie. Jihad al-Nika. Donc, nous avons beaucoup perdu certaines jeunes filles dues à des problèmes d'honneur. En Norvège. Elles sont parties en Syrie, qui se sont enrôlées donc, dans le Daesh, etc. Parfois, on peut être beaucoup plus religieux que ses parents. Et puis finalement, les parents ne pouvaient plus s'opposer. Et finalement, elles pensent agir un peu librement au sein de ces groupes-là. Ils ont aussi leur petite amie qui est dans ce groupe. On peut arriver à des mariages arrangés ou forcés. Alors, il y avait une sorte de rébellion et un autre stress post-migratoire et post-traumatisme avait trait à la démasculinisation dans le processus de migration. Beaucoup de garçons, de jeunes hommes qui venaient d'une culture patriarcale, en fait, n'arrivent pas à harmoniser la situation par rapport à des familles occidentales. Alors, quelle est l'identité masculine, qui je suis exactement, et comment essayer de recréer une forme d'autonomie? Et ça, c'est une grande question et vraiment, c'est un élément qui revient et qui est le point de mire en Norvège. Parce que si vous avez des antécédents de traumatisme et que vous arrivez en Norvège et que vous devez bien traiter ce type de complexe, eh bien, vous pouvez rechercher la solution facile pour essayer de recréer la masculinité totalitaire avec des groupes terroristes. Alors, il faut développer des compétences émotionnelles. Et donc, nous avons des ateliers de travail avec des psychologues également. Parce que c'est très complexe, très compliqué d'être seul si on ne sait pas comment s'auto-réguler dans un certain contexte avec lequel vous n'êtes pas familiarisé. Et également, je ne vais pas trop entrer dans le détail ici, sur ce slide, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'ai fait l'expérience de l'escalation d'une micro-agression raciale et religieuse. Et lorsque ceci est internalisé, en fait, eh bien, cela crée des symptômes post-traumatiques ou des symptômes traumatiques complexes. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a des antécédents donc, traumatiques, alors des personnes se retrouvent dans les mosquées avec des imams, ils sont atteints de traumatisme. Parce que chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, eh bien, cela touche tous les musulmans, en fait. Et ensuite, si vous avez des musulmans qui arrivent, donc une nouvelle vague de musulmans qui arrivent avec des traumatismes qui n'ont pas été traités, eh bien, c'est une expérience assez importante et on en arrive à un problème d'homophobie qui se développe. Islamophobie, pardon, merci. So I think the hegemonic discourse or the majority in France and in Norway, alors, si l'on voit la France, la Norvège, les différentes ethnies, eh bien, n'ont pas idée de ce que peut représenter un traumatisme psychologique.
dans une population de réfugiés ou de musulmans aujourd'hui. Donc, nous devons intégrer ces perspectives dans nos activités. Et nous ne devrions pas oublier le fait que les microagressions se situent également à un niveau structurel, de façon indirecte, par rapport au discours qui enlève le côté démonial, voilà, des musulmans et de l'immigration. Alors, c'était une introduction et maintenant j'aimerais vous parler de l'histoire de Saïd, qui est un de nos patients qui est décédé maintenant, et deux de mes personnes ont écrit un peu son histoire dans une perspective de traumatisme où nous avons essayé d'analyser donc la connexion entre différents types de traumatisme et la radicalisation. Et donc, je vais lire l'histoire de Saïd et puis nous nous intéresserons à d'autres perspectives en termes de traumatisme. Alors, Saïd était le premier-né et le seul garçon de la famille de deux sœurs. Et il était étroitement attaché à sa mère. Elle était enceinte de lui au début de la guerre et elle pleurait à cause de la mort accidentelle de sa mère. Alors, elle craignait de perdre son enfant à naître et à la naissance, Saïd, selon la coutume locale, il était toujours adolescent, a été tué à la guerre à l'âge de 4 ans. Alors que la guerre ravageait à nouveau le pays, Saïd s'est enfui avec son père dans les rues d'une ville en ruine, au milieu de combats acharnés. Le père a réussi à le mettre en sécurité dans un pays occidental où ils ont demandé l'asile. Le garçon a été séparé de sa mère et de ses sœurs pendant près de 2 ans. Et lorsque la famille a finalement été réunie, la mère a été frappée par l'apathie de Saïd. Et le père avait également souffert d'une dépression. Et tout au long de son enfance, Saïd a été témoin de l'impuissance et du ressentiment de son père à travers les histoires, les atrocités que son père a dû endurer. Alors Saïd était bien élevé, mais il était également timide, anxieux, il se débattait à l'école, si bien qu'il a été exclu par ses pairs et victime d'intimidation, ce que sa mère a tenté d'en parler au directeur de l'école sans vraiment réussir, sans grand succès. Et progressivement, la famille s'est adaptée à sa nouvelle situation et a retrouvé un sentiment de sécurité relative. Après avoir vécu pendant de nombreuses années dans un centre de demandeurs d'asile, eh bien, la famille s'est vue refuser le statut de réfugié. Ils ont été transportés par la police dans un centre de détention en attendant d'être expulsés. Et au tout dernier moment, la décision a été annulée et la famille a été autorisée à retourner dans ce qui était devenu la ville natale dans ce pays hôte. Et pour aller au lycée, Saïd a dû quitter la famille pour s'installer dans une ville plus grande. Il réussissait très bien à l'école, mais il vivait apparemment isolé. Et quand ils se sont rencontrés, il avait changé ses manières, ses vêtements, et avait un nouvel intérêt pour des questions religieuses. Et ce changement les a intrigués parce que son éducation avait été totalement laïque. Mais il semblait calme et content. Et un jour, sans laisser de notes, eh bien, Saïd est parti pour la Syrie pour rejoindre Daesh avec plusieurs amis ayant des antécédents similaires. Ses parents ont du mal à comprendre comment leur fils pouvait partir pour une telle situation de guerre. Leur mission de la vie a été de donner à leurs enfants une éducation sûre, une bonne éducation
éducation, loin de toute cette violence et de la guerre. Et donc voilà, c'est l'histoire de Saïd. Et sa mère est une patiente de mon collègue qui est psychologue. Et nous avons donc nous suivons la famille maintenant depuis plusieurs années. Alors, comment comprendre comment les enfants élevés dans les pays occidentaux, pacifiques, finissent par rejoindre des groupes terroristes dans une zone de guerre? La question a intrigué les décideurs politiques, les chercheurs, ainsi que tout le monde dans les pays occidentaux au cours des dernières années. Alors, il y a peu de preuves par rapport à tout ce qui est la psychologie, psychologie, les perspectives de psychologie. Alors, dans ce domaine, il y a peu de preuves en fait qui étaient la perspective psychologique. Et puis dans ce domaine, donc, consensus que les facteurs contribuent à les trajectoires individuelles envers l'extrême violence sont assez nombreuses et liées. Et donc, avec un certain nombre de cas qui ont été rapportés, nous avons donc quelques informations. L'histoire de Saïd illustre comment l'expérience influence le développement, la différence de la vie en fait, influence le développement psychologique des enfants qui se termine finalement dans l'engagement dans l'extrême violence. Alors cela est également lié ou conforme, je dirais, à notre propre expérience clinique. Alors, ce qui est étonnant, c'est ce point de vue semble controversé dans la littérature scientifique. En plus des traumatismes précoces, il y a deux modèles, deux styles de recherche qui ont été faits par rapport à l'extrême droite liées au traumatisme. Et il y a quelques études qui ont été effectuées et qui étudient un peu l'islamisme violent. À droite, vous avez donc l'extrême droite et puis à gauche l'extrémisme djihadiste. Et we see the same on voit les mêmes schémas en fait qui se reproduisent. Let me see if I have it here. Maybe I don't have it. I'm sorry. Here we go. Yeah. The model includes the supple influence of family socialization, inclut également une influence subtile de la socialisation de la famille à travers l'enfance. Et on trouve que le modèle est très utile parce qu'il souligne la différence temporelle qui existe entre le traumatisme précoce et la participation actuelle aux activités extrémistes. Alors, l'enfant vulnérable passe par différents stades de problèmes et on ne peut pas trouver le moyen de calmer tout cet aspect. La dissociation est simplement le mécanisme de survivance par rapport à des expériences donc, qui menacent la vie de la personne. Et nous nous retrouvons donc face à... Alors, nous nous retrouvons face à un problème de douleur physique et psychologique également. Au niveau de notre esprit, notre corps, eh bien, tout semble s'effondrer. Avec les capacités de l'enfant également, qui n'est plus capable de ressentir son corps, de ressentir ses émotions. Et donc l'expérience de l'enfant avec la souffrance dans le passé et le présent affecte la manière dont l'avenir de cet enfant et la manière dont il pense. Et, alors peut-être qu'il y a peut-être plus d'espoir donc pour une vie meilleure.
Alors, le stress traumatique est assez contagieux et les émotions sont des signaux sociaux qui peuvent être transférés vers les personnes qui côtoient les victimes. Alors, ils peuvent développer des symptômes traumatiques tels que des évitements, des flashbacks, des ressentiments, le sentiment d'être inutile, le pessimisme également qui conduit à une perte d'espoir, une perte du sens de la vie. Et le même mécanisme explique la manière dont le traumatisme peut être transféré d'une génération à l'autre. L'impact d'un traumatisme secondaire sur l'individu, sur la croyance de l'individu, donc l'impact d'un traumatisme concernant les croyances, les croyances, la sécurité, la justice et la religion peuvent être affectées et de manière à pouvoir réfléchir d'une manière harmonisée en termes de sécurité, de justice, d'humanité. L'avenir également, la manière dont on pense à l'avenir peut être également affectée. Et donc l'attachement, le traumatisme multiple lié à l'attachement peut lié à des déficits au niveau mental et ça peut affecter donc le développement de la personnalité et mener à certaines perturbations au niveau de la personnalité et à conduire à des enfants traumatisés. Et également, l'individu fait également l'expérience d'un manque d'empathie par rapport aux ressentis, par rapport aux autres, ou bien il a une autre manière d'identifier les autres, de suridentifier les autres, ou manquer d'informations concernant leurs propres réactions émotionnelles. Alors, le résultat peut correspondre à une perception sociale assez rigide et puis avec une manière de penser polarisée, manière de penser blanc, tout est blanc ou tout est noir. Il y a un monde social complexe et qui est réduit tout simplement à des catégories très simples telles que le bien et le mal, par exemple les amis ou les ennemis, ou tout simplement propre ou sale, ou bien haram, halal, croyants, non-croyants, ou bien les amis et les ennemis. C'est un état d'esprit qui semble souligner donc toute forme d'extrémisme, et également la volonté d'utiliser donc la violence à des fins idéologiques. Et c'est quelque chose que l'on voit également lorsque je travaille en tant que thérapeute et en tant que consultant dans des cas de radicalisation où on a des extrémismes et extrémismes djihadistes également. Mais c'est ce qu'on trouve chez nos patients, leur manière de penser et de réagir. Alors, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une augmentation d'activité dans la partie limbique du cerveau. Donc, vous voyez, lorsque on a le cortex qui est endommagé d'une certaine manière, cela affecte la créativité, le processus de créativité, donc est réduit, et puis on reste bloqué dans une pensée, on reste statique dans un comportement, on a moins de possibilités de changer notre attention, moins de souplesse, on a une capacité réduite dans la solution qu'on peut trouver à des problèmes ou à la créativité. Et on a également donc une faible marge de tolérance en matière émotionnelle en termes de frustration. Et on voit également des comportements qui s'opposent parce qu'on a en permanence un système d'alarme qui se déclenche. Et donc, il est sûr que les expériences au niveau de l'enfance vont se cumuler, vont s'additionner pour arriver jusqu'à un extrémisme violent. Et cela a un impact négatif sur le développement psychosocial
de l'enfant donc traumatisé. Et puis cela influence également la partie somatique du corps, avec des perturbations psychologiques, des envies de suicide, des comportements suicidaires, la violence, des comportements criminels, également des abus à un stade plus avancé de la vie. Et puis c'est ce que nous essayons d'étudier. Et pour moi, c'est important de ne pas dire que tous les enfants traumatisés, eh bien, par exemple, le traumatisme que moi j'ai fait l'expérience et dont vous avez fait expérience, eh bien, vous entraîne à des situations extrêmes. Mais on voit que lors des différentes consultations, plus on a d'expérience au cours des 5 dernières années, eh bien, nous avons tout simplement des risques, des facteurs de risque qui sont similaires et qui sont liés à notre passé d'enfance, des éléments qui ont été négligés ou alors liés à des traumatismes de guerre, par exemple. Parfois, ce n'est pas le traumatisme 1, mais le traumatisme 2, c'est-à-dire un traumatisme complexe et multiple. Alors, la somme de tous ces traumatismes détermine un peu votre réaction. Alors, c'est important d'évaluer donc ce qui se joue au niveau des expériences de vie négatives d'un enfant de manière holistique. Alors, moi-même, j'ai beaucoup travaillé avec la thérapie pour essayer de faire ressortir le passé et l'avenir, essayer d'intégrer ce style de thérapie narrative pour pouvoir rétablir la mémoire perdue, la part de votre vie que vous avez perdue ou que vous avez remisée dans un coin pour pouvoir survivre d'une certaine manière. Donc, nous essayons de réintégrer tout cela et faire en sorte que cela fasse partie de notre vécu en société. Et ceci donc affecte également le système nerveux et la capacité de l'enfant de s'autoréguler. Un enfant traumatisé donc doit se lutter pour pouvoir s'en sortir avec certaines situations. Il peut se sentir anxieux, en colère, il peut avoir des difficultés à se concentrer sur d'autres problèmes, mais également il peut sentir un sentiment d'inconfort et de douleur qui peuvent apparaître dans certaines conditions physique également. Alors, au niveau des traumatismes et de l'histoire de Saïd, alors qu'est-ce qu'il en est? Il n'avait pas donc, il ne pouvait pas se souvenir donc de son comportement violent. C'était une personne très calme, paisible. Mais comme nous avons entendu, donc la violence et le traumatisme, eh bien, a été présent tout au cours de l'histoire de sa famille. Sa famille donc a fait l'expérience de la guerre. Et puis, il a été lui-même témoin de la guerre. Il a été séparé donc des personnes auxquelles il était attaché dans son enfance. Et puis ensuite, lors de l'exil, il s'est battu avec son environnement à cause du rejet de ses pères et puis du harcèlement et du racisme. Alors, la famille a été touchée par la guerre dans son pays et par des procédures donc, de demande d'asile, eh bien, elle a tout simplement été reconduite à la frontière et incarcérée. Alors, il peut arriver que l'émotion familiale a affecté un peu ses émotions, sa personne. Alors,
Il a été traumatisé, c'est un enfant qui est traumatisé et polyvictimisé d'une certaine manière. Donc il y a victime de différentes façons. Et son histoire révèle donc un certain nombre de facteurs à risque en matière de problèmes de santé mentale. Mais ses parents étaient très aimants, ils ont tout fait, ils ont tous essayé de faire pour pouvoir l'aider et avaient donc une attitude assez positive, avec des valeurs assez positives. Ils ont essayé de leur donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient. Donc ils ont fait de ce qu'ils pouvaient de leur mieux dans certaines circonstances, mais ils étaient émotionnellement donc affectés par le traumatisme. Et ils ont peut-être transféré involontairement certains ressentis d'impuissance. Et ils sont devenus timides. Voilà. So he developed a mindset that made him vulnerable for ideological extremism and propaganda. Et donc il a développé donc au cours de sa jeunesse, donc il était devenu très timide, et puis dans son adolescence il a développé donc un état d'esprit qui l'a rendu assez vulnérable par rapport à des idéologies extrémistes et de la propagande. Il a rencontré donc à la mosquée des personnes avec lesquelles il pouvait s'identifier, et en Syrie il a trouvé un environnement où il s'est senti enfin respecté, et il se sentait responsabilisé également, et puis il a été marqué donc par l'expérience de la victimisation. Il a prévu donc son voyage et il a quitté donc la Syrie avec des amis qui partageaient un peu ses mêmes croyances et son même passé, son même vécu. Et donc, d'une certaine manière, il créait une sorte de résilience dans sa vie. Il voyait les choses de façon très positive, le fait d'aller en Syrie. Et donc, il essayait de stabiliser son autonomie. Il savait enfin qui il était. Il avait une certaine appartenance dans sa vie. Et donc, il y avait une forme d'aliénation qui se développait, qu'il intériorisait également. Et comme je suis allée jusque-là dans ma recherche, d'accord, nous n'avons pas trop de temps, mais je vais avancer un peu plus dans la recherche sur la radicalisation et l'extrémisme. Mais on sait que les relations humaines, telles que des adultes qui sont bienveillants, sont la source essentielle donc, de la sécurité et du confort, et représentent une protection psychologique assez intéressante à partir par rapport à l'impact que peuvent avoir d'autres expériences. Le sentiment d'appartenance, de contrôle, de défi social dans le quotidien est essentiel donc, pour le bien-être psychologique. Une identité positive liée au sens de la signification et un but également est nécessaire pour pouvoir développer une santé psychologique et développer une certaine forme de protection par rapport à sa santé mentale. Alors, comment est-ce que nous trouvons cette identité et cette appartenance sans se perdre soi-même? Et comment est-ce que moi et vous, eh bien, on crée une identité et une appartenance, un espace pour l'appartenance où les personnes ne se perdent pas elles-mêmes ou ne se perdent pas l'un l'autre? Alors pour moi, c'est une perspective de droit humain. Les personnes ont droit à cet espace en France, mais aussi bien en Norvège. Et donc, pour moi, cela veut dire qu'il y a un système de régulation en termes de traumatisme. Nous devons restaurer un peu ces éléments qui ont été endommagés. Nous devons stimuler nous devons stimuler la pensée créative. Il y a beaucoup plus de philosophie dans notre traitement.
et d'essayer de déconstruire donc les idées totalitaires et utiliser un certain temps pour pouvoir créer un nouveau vocabulaire pour révéler nos émotions. Parce que lorsque cela nous a été volé dans notre vie, si notre système d'alarme est activé, il nous dit que c'est dangereux. Et donc, nous avons besoin de nous représenter la manière dont nous pouvons stimuler donc, les applications frontales d'une certaine manière à un tel niveau que la partie frontale peut simplement communiquer avec la partie reptilienne qui est la partie de la survie, de manière à pouvoir calmer les choses et se dire qu'il n'est pas nécessaire de stresser davantage. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc, ça ne se passe pas uniquement dans une heure de consultation, ça se passe à un niveau micro et macro également. Et donc, nous devons nous assurer que nous avons un niveau de tolérance de manière à ce que nous puissions, de manière à ce que nous ayons la possibilité de réveiller les choses au plus haut niveau. Au plus haut niveau, hyper niveau, c'est par exemple, on est stressé, mais souvent c'est simplement la réaction d'un traumatisme. La manière dont vos émotions réagissent, une sorte d'hypervigilance, on est désorganisé, le processus cognitif est désorganisé. Donc dans la zone, dans l'hypozone, vos émotions sont désactivées, sont calmées. And it comes as symptoms of depression and anxiety. You know, you're hypo. You look like you're depressed. Il y a des symptômes. Yeah, if you're hypo-reacted. Oui, si vous êtes donc en hypo-réaction. Yeah. So we need to create a space where we can be in the window of tolerance. That's where we think and react rationally. Une fenêtre de tolérance où nous pouvons réagir. Et donc, il y a un besoin de développer des espaces sécurisants et vrais à la fois dans le cerveau, dans le corps et également dans la société, qui permet de développer donc un réseau de manière à révéler les risques et la vulnérabilité pour pouvoir faciliter la sauvegarde, le développement de résilience, le développement de résilience et de sécurité. Parce que vous êtes le système de régulation, en fait. Et donc, nous travaillons beaucoup avec des mineurs qui ont des traumatismes et nous travaillons avec plus de 300 minors and refugees, avec des mineurs et des réfugiés. Ceux qui viennent d'arriver, qui sont traumatisés, et nous essayons donc d'ouvrir cet espace de sécurité. Et nous avons un club de sport où il y a différentes activités, donc un club de sport multiculturel avec de la danse, du théâtre, etc. Mais nous avons également des filles et des garçons dans différents ateliers qui travaillent sur la problématique du traumatisme. Et nous créons donc un espace émotionnel avec des systèmes de jeux de rôle. Vous avez un leader qui est ici, qui accompagne donc ici une personne de l'Afghanistan qui a perdu donc ses tantes, ses oncles, etc. Les parents, des parents qui sont décédés, ou qui l'ont quitté en fait, et bien sont remplacés d'une certaine manière. Oui. Donc ces fonctions de bienveillance qu'ils avaient, eh bien on les retrouve d'une autre manière.
Alors, il faut être co-auteur simplement d'une certaine manière de la vie de ces jeunes. Il faut recréer donc des systèmes de narration résiliente. Et on aide la jeunesse donc à recréer et à réintégrer donc les parties de leur vie qui sont perdues. Je crois que je dépasse mon temps, mais il me reste encore une demi-heure, mais on a encore 5 minutes. Et je pense qu'il y a une forte connexion entre l'extrémisme violent et le traumatisme complexe dans la radicalisation. Mais bien sûr, c'est difficile d'apporter des preuves. Parce qu'on parle de traumatisme, il n'y a pas de connexion avec des diagnostics psychiatriques. Dans l'expérience du traumatisme, la plupart des cas que nous traitons sont des traumatismes qui n'ont pas été traités. Lorsque ces personnes arrivent chez nous, eh bien, nous voyons en fait, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est-à-dire toute cette phase entre l'enfance traumatisée et puis les problèmes de relation et l'attachement qui est perdu. Et également, dans la partie extrémiste, nous voyons beaucoup de drogue, d'alcool, de viol, de violence, etc., très liés. Et nous voyons également qu'il y a plusieurs mouvements et de transitions dans la vie. Avec cette diversité de personnes, de patients, avec différents antécédents, eh bien, nous voyons une génération qui est complexe, qui développe différents types d'acculturation. Les parents donc perdent leurs enfants. Et la meilleure manière de recréer ces enfants qui essaient de recréer donc leur vie avec de nouveaux outils lorsqu'ils ont perdu leurs parents. Il ne s'agit pas de réguler et de transporter un enfant d'une société vers une autre société, d'un type de norme vers un autre type de norme. You have to do this. Il faut passer d'une société qui est régulée d'une certaine manière vers une nouvelle forme de normes et de standards. Également la post-migration avec les traumatismes basés sur la race et la religion dont j'ai parlé au début. Il y a beaucoup de recherches et d'analyses qui ont été effectuées, mais on n'en est pas encore, c'est pas encore arrivé en Europe, c'est plutôt en Australie, les bases de données de recherche aux États-Unis et en Australie, mais j'espère que cela permettra de développer plus de sensibilité pour pouvoir donc gérer ce traumatisme et cette escalation. Merci beaucoup Elisabeth. Dans ce que tu disais, il y a 3 points qui me viennent à l'esprit. D'une part, quand tu parlais de l'altération de la régulation émotionnelle suite à des traumas, alors on a bien entendu, pas forcément des traumas type 1, un trauma unique, pour lequel on pourrait avoir par exemple du stress post-traumatique, mais des traumas complexes, des traumas qui viennent impacter le développement précoce de l'enfant. Cette altération de la régulation émotionnelle, ça me fait penser à l'action que nous avons menée en détention avec l'équipe du binôme de soutien, du SPIP de Metz, pour un projet, un PPRV, donc un programme de prévention de la radicalisation violente en détention. On avait proposé, lors d'une de ces séquences, des séances, aux détenus, un point, un peu comme tu l'as fait, un point un peu théorique sur l'impact de la violence aux enfants sur leur régulation émotionnelle.
Ce qui avait été frappant, c'était la grande majorité, si ce n'est pas tous, se sont sentis concernés par cet aspect-là. C'est-à-dire avoir vécu dans leur enfance, avoir eu des expériences de perte de sécurité, on va dire, qui ont eu un impact dans leur développement, et d'avoir du mal, maintenant à l'âge adulte, jeune adulte, à réguler leurs émotions, et pour bon nombre, à valider des positionnements extrémistes. Une des hypothèses que nous avions formulées à ce moment-là, c'était que leur donner des clés de compréhension un peu théoriques de ce qui se jouait en eux pouvait déjà être un des axes de travail avec ce public, entre autres parmi les différentes actions que nous avions pu mener. Vous pourriez reprendre les données théoriques dont vous avez parlé. Oui, les données théoriques sur la dysrégulation émotionnelle. Ça, c'était un point, petit point sur ce qu'on avait pu imaginer comme action. L'autre point que je voudrais souligner à nouveau, c'est que tu as insisté sur les différentes formes de radicalisation. On entend encore en France que la radicalisation, ce serait au singulier et que ça concernerait uniquement l'aspect djihadiste. Mais on a bien entendu, je crois, tout le long de la journée, et tu l'as encore reconfirmé, qu'on observe les mêmes schémas de vulnérabilité dans différentes formes de radicalisation, et ce, quelle que soit l'idéologie. Tu as évoqué rapidement l'extrémisme et le terrorisme d'extrême droite qui a lourdement frappé la Norvège. Troisième point, qui va me permettre de faire de la promotion de notre future journée sur les familles, et également la promotion d'un livre qui vient de paraître, Radicalisation et famille, qui est publié dans les cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseau, où nous avons publié un article, l'équipe de Virage, et qui évoque la question justement de ce qui se joue dans les familles. À plusieurs moments, Elisabeth, j'entends que les traumas vont impacter l'enfant, l'individu, mais vont impacter globalement l'ensemble du système familial. Et on entend finalement l'engagement radical de ces jeunes gens comme une solution individuelle à une problématique groupale, à une problématique souvent familiale. La famille pouvant être, tu l'as bien illustré, à la fois un système dans lequel des points de vulnérabilité à un engagement radical peut émerger, de par notamment de certaines rigidités, un fonctionnement rigide, avec le groupe interne qui est sécure, le groupe externe qui est vécu comme persécutant ou dangereux. Mais on l'entend également, le groupe familial et plus largement le groupe sociétal est un facteur de résilience important. Ce qui nous fait penser que, et je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que les thérapies familiales sont essentielles pour accompagner ces jeunes gens et leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Éventuellement, et après on laissera la parole. No? You want to answer? You want to answer? Yeah. Well, I'm just going to have one because this was a lot. But I think the family system. I just have to say that the family system is la famille. It's very important to assess. Très important de faire des évaluations du système familial, même au niveau de la première génération, de la diversité des cultures également. Un enfant a peut-être deux parents provenant d'ethnies différentes, par exemple. Et puis alors, on va négliger plus ou moins l'une ou l'autre culture. Et je pense que c'est une chance pour l'enfant de commencer à développer une attitude hostile de son père ou de sa mère lorsqu'il fait l'expérience de la négligence. Mais on voit cela assez souvent, cela touche la manière dont on voit le monde de façon idéale.
but also like I haven't heard speakers because I haven't had translation for the earlier speakers today. Alors, je n'ai pas eu la traduction donc de l'intervenant aujourd'hui, qui est du premier intervenant, mais je pense que la thérapie transgénérationnelle, donc il y a une forme de thérapie transgénérationnelle qui se produit aux États-Unis. Pour les personnes qui viennent du Moyen-Orient, par exemple. Et également des membres de gangs. Et c'est un peu par rapport à ce que vous disiez, le traumatisme transgénérationnel. Si l'on retourne à 2, 3, 4 générations, il y a cette thérapie donc familiale transgénérationnelle qui est importante. Et c'est très intéressant et l'on voit différents facteurs de risque qui apparaissent, différents types de tensions qui peuvent conduire à une manière totalitaire de voir le monde, de la manière de construire sa famille. Dans une forme de totalitarisme. Et c'est une forme d'expression de la douleur, en fait. So then, you're keeping the chaos in control, and you do it in a totalitarian way where you don't. Et donc, on contrôle nos manières de fonctionner de façon en fait totalitaire. On pourrait en discuter pendant très longtemps, mais on n'a pas trop le temps. Bonjour. Vous avez parlé, je ne sais plus, je crois que c'est vous qui avez dit que vous aviez conseillé le gouvernement norvégien à propos des crimes d'honneur à un moment. J'aurais aimé savoir ce que vous avez préconisé, ce que vous préconisiez. Je suppose que c'est par rapport aux crimes d'honneur qui étaient commis en Norvège, parce qu'il y a ce souci aussi en France et qui arrive dans les communautés réfugiées ou migrantes. Et je voulais savoir, je passais peut-être un peu à côté du sujet, je ne sais pas. Non. Vous parlez donc du crime d'honneur. Quelle est votre question exactement? Savoir comment est-ce qu'on... Quelles sont les préconisations qu'elle a faites? Comment agir contre ça en France? I'm gonna try. Did I get it right? Je peux essayer, donc... Well, I worked specifically in a clinical work with honor-related victims for 5 years donc en before clinique, radicalization, and I still lead work. Et j'ai travaillé donc sur ces problèmes de crimes d'honneur avant de me lancer dans la radicalisation. The clinical approach, l'approche clinique d'une personne à une personne est différente, ce type d'approche est différente. Ce que l'on fait dans la diaspora, c'est ce que l'on fait donc en clinique. C'est votre question, c'est savoir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on... Oui. Parce que je pense que nous devons commencer par un dialogue entre les générations. Il faudra réunir les parents et les enfants, les communautés ethniques et les rassembler dans un même espace, dans la même pièce. Cela peut sentir dangereux parce que les crimes donc liés à l'honneur, l'information ne crée pas le changement en fait. Il faut créer un processus émotionnel, changer les émotions d'une certaine manière. Et donc lorsque nous formons des groupes, j'ai commencé à former des groupes dans une mosquée par exemple, et également dans une communauté somalienne, je m'occupe également d'un groupe ou de plusieurs groupes. Et donc, c'est très important de le faire au niveau de l'aspect culturel. Et il y avait également des travaux psychosociaux de manière à pouvoir éduquer les groupes. Alors, ce qui se passe, si vous devez vivre avec une forme d'autonomie tout au long de votre vie, Self-autonomy, no, nothing.
Donc vous n'avez rien d'autre, vous avez 25 ans par exemple, et les parents ont décidé pour vous de ce que vous devez, de la manière dont vous vous habillez pendant tout ce temps-là, et ils décident aussi de la personne avec qui vous allez sortir ou pas. En Norvège, eh bien ça c'est considéré comme un délit, et parce qu'il y a un contrôle extrême. Et par rapport à cette définition, nous commençons à travailler avec la communauté. La communauté doit travailler. Les communautés donc travailler également avec ce sujet-là, parce que les changements viennent de l'intérieur en fait. Vous devez maîtriser le processus de vos propres problèmes également au sein de la communauté. Et donc, je forme des mentors dans la mosquée. Avec des agents ou des éléments de changement qu'il faut appliquer pour pouvoir effectuer un changement au niveau des mosquées, au niveau de la communauté somalienne, etc., ou des groupes ethniques. Alors, il y a plusieurs imams en fait qui essaient justement de vaincre la situation. Et dans une communauté somalienne, je parle d'une grande communauté somalienne que je connais, parce qu'il nous faut vraiment des modèles de différentes communautés, de manière à ce que les personnes peuvent également régler en interne leur traumatisme dont ils ont fait l'expérience suite à des moments de violence. Parce qu'ils doivent être équilibrés d'une certaine manière et ils ne peuvent pas changer les autres personnes s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes de traumatisme interne d'abord. Et parfois cela change leur vie parce que ça les responsabilise davantage et ça leur permet d'obtenir les différents outils pour pouvoir réguler leur vie. Et puis cela prend du sens également parce que du coup ils ont envie de changer la vie d'autres personnes également. Mais bien sûr, si on parle au niveau clinique, on traite la violence concernant le problème de... Et certains sont très traumatisés au niveau des crimes d'honneur. Parce que parfois, vous n'avez pas eu vos propres émotions vous-même. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes opinions? Comment est-ce que je gère la liberté sans que personne ne me contrôle? Et parfois, parfois, on apprend aux femmes de se relever, à se relever, en fait, qui commencent par ramper au sol et on leur apprend à se relever. Mais j'ai également mais d'une certaine manière, vous êtes la personne aussi qui contrôle la personne, la femme, mais l'homme également. Comment aider, comment se faire l'aide d'une personne plutôt qu'un protecteur de cette femme dans cet environnement. Comment est-ce que l'on agit au sein de l'équipe? Comment est-ce qu'on apporte une certaine forme d'aide? Comment est-ce qu'on soutient? Comment est-ce qu'on crée donc la masculinité? Quels sont les standards, les valeurs par rapport à un système donc, qui est démocratique également? Oui, je t'interromps, mais c'est là qu'on voit que rapidement peut se jouer des mouvements de polarisation entre nos valeurs, on va dire, des valeurs qui en France sont peut-être pas jusqu'à ce qu'on peut observer en Norvège, qui considère comme un délit effectivement le fait de contrôler de façon exagérée ses enfants, mais on observe ça cliniquement. Quand on est en conflit de valeurs avec la famille en face de nous, qui vont nous répondre « oui, mais chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne ». Et là, c'est compliqué de ne pas être dans ce que tu dis, Elisabeth, de ne pas être en confrontation, de ne pas être dans cette position où on veut être
protecteur des femmes, protecteur des enfants, en opposition, en confrontation avec éventuellement le père. On a beaucoup parlé des pères aujourd'hui, hein. On a déjà tout à l'heure parlé et des frères, oui, c'est ce que tu disais. Comment on crée sa masculinité. C'est une grande problématique. Je pense qu'on est nombreux à la rencontrer cliniquement, effectivement. Oui, ce serait une question sur la prise en charge de l'ensemble des réfugiés, une question sur la prise en charge au niveau des institutions, puisque souvent aussi, les réfugiés disent que dans le chemin pour obtenir les papiers, l'ensemble donc des procédures de demande d'asile, de statut de réfugié, de la reconnaissance du statut de réfugié, souvent ils disent que c'est aussi une violence institutionnelle. Et quelquefois ça se reporte aussi sur les femmes primo-arrivantes avec une augmentation des violences et des rapports qui peuvent être faits. Les CADA en remontent des faits de violence. Et d'une façon plus générale, est-ce que l'OFPRA, ces institutions pour demander l'asile, peuvent prévoir des programmes de prise en charge systématique au niveau donc des demandeurs d'asile et ceux qui ont obtenu le statut de réfugié? Merci. C'est vrai que c'est une question organisationnelle, politique à l'échelle de notre pays qui mérite d'être posée. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des institutionnels qui veulent prendre la parole à ce sujet. Je crois pas. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth.